Bienvenue dans le podcast Still Point. Je suis Alexandre Bancal, ostéopathe, passionnée par l'humain dans toutes ses dimensions, la philosophie du soin, la spiritualité, les animaux, la nature et l'exploration de mon monde intérieur. Dans cet espace, je porte ma voix en solo où je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent pour vous partager des réflexions autour de la présence, son influence dans les différentes sphères de notre vie et comment cultiver cette qualité d'être au quotidien. Cette thématique est centrale dans ma quête de sens depuis mes premiers pas en ostéopathie. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'en déployant notre état de présence à soi, on apprend à être davantage présent au vivant en nous et autour de nous. Et si cet état d'être était la clé non seulement de notre équilibre intérieur, mais d'un monde plus harmonieux. Ce podcast s'adresse à toutes et à tous. Je me réjouis de te retrouver un mercredi sur deux pour un moment ensemble, dans l'ici et maintenant. Bonjour Tiaba et merci de m'accueillir chez toi, de m'accorder un peu de ton temps pour cet échange. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir de t'avoir et au contraire, merci beaucoup pour cette visite que tu me fais. Normalement, je laisse mes invités se présenter, mais aujourd'hui, si tu veux le bien, je vais me lancer. Alors Tiaba Camara, si, tu es une figure incontournable du leadership et de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, comme sur le continent. Femme de conviction, engagée pour ton pays, pour l'Afrique, ton parcours professionnel est remarquable. Tu es experte comptable de formation, fondatrice et directrice générale de Deloitte Sénégal pendant 27 ans, un cabinet d'audit et de conseil. En 2016, tu cofondes, attention pour l'accent, le Women's Investment Club, un fonds d'impact dédié à l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest que tu présides depuis 2020. Administratrice chevronnée, tu sièges ou tu as siégé dans de nombreux conseils d'administration de grandes entreprises. Tu es aussi conseillère en diplomatie économique, spécialiste en gouvernance, leadership et bien plus encore. Tu es une source d'inspiration, une mentor pour beaucoup, une voix forte pour le Sénégal. Ton parcours vertigineux est impressionnant. J'ai essayé d'être succincte, mais la liste est longue. Au-delà de toute cette carrière et de ces multiples casquettes, qui es-tu, Tiaba? Je trouve que c'est une question à laquelle j'ai toujours eu du mal à répondre. Il est difficile de se résumer, mais si tu me demandes les aspects de moi qui sont les plus importants, je suis d'abord une mère de famille. Pour moi, la famille, c'est fondamental. Mère de 3 fils. Et je dis que c'est fondamental parce que je me rends compte que beaucoup de choix que j'ai faits dans ma vie ont été dictés par le besoin de servir ma famille, enfin, de bien m'occuper de mes enfants et de faire les bons choix pour eux. Et aussi de respecter un certain héritage familial. Donc c'est pour ça que je commence par ça. Et puis, bah, tu l'as dit, sénégalaise passionnée, amoureuse de l'Afrique et et de ses valeurs et de tous les exemples de personnalités magnifiques qui ont construit ce continent, ces civilisations, et qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne connaît pas suffisamment parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui m'ont servi d'inspiration et de modèle. Donc, voilà, africaniste. Et puis bon, sinon, au bout du bout, petite sahélienne avec plein de projets et une ambition énorme pour mon pays et pour mon continent. Tu viens de parler de personnes qui t'ont inspiré, donc peut-être tes proches ou des personnes de l'histoire du Sénégal ou de l'Afrique ou du monde. Quelles sont ces personnes inspirantes pour toi? Alors, l'inspiration la plus proche, effectivement, elle vient de ma famille, ma mère et les femmes de la famille. Je trouve elles sont très fortes. C'est-à-dire que les valeurs que je porte, mes valeurs fondamentales, c'est vraiment elles qui me les ont transmises, à la fois par la manière dont j'ai été élevée, hein, et par leur propre vie à elles-mêmes. Je suis de culture lébou, je me définis souvent en métisse lébou baol baol. Le Baol, c'est une région qui est au centre du Sénégal, et très très ancrée dans
dans ses traditions. Et oui, le modèle de ma mère, c'est celui d'une femme extrêmement indépendante et d'une intégrité, d'une probité vraiment. Je veux dire, elle a toujours vécu, ce que j'ai vu, c'est elle a toujours vécu ce qu'elle a professé. Elle incarnait. Ah oui. En termes de management, mon modèle, ça a été mon père. Toujours été fasciné par ce talent qu'il a eu tout au long de sa carrière, de s'attacher des gens. Et j'ai cherché à, oui, quelque part, à m'inspirer de sa façon d'être. Et dont une d'ailleurs qui est que, alors mon père a 94 ans, je ne l'ai jamais vu en colère, je ne l'ai jamais entendu élever la voix, jamais. Un jour, il nous avait dit, nous étions adolescents, mais c'est vraiment plus, voilà, au détour d'une conversation. Il avait fait le vœu que chaque fois qu'il se mettrait en colère, il jeûnerait le lendemain. Et au fil des mois qui ont suivi, il a jeûné 2 ou 3 fois. Nous, on n'a jamais senti le moment où il s'était mis en colère. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a profondément fascinée de tout temps. Comment est-ce qu'on arrive à ce degré de calme intérieur et de sérénité? Parce que je me disais, ça, c'est une force phénoménale, quoi. Voilà. Donc, en termes d'inspiration, je dirais, et puis Nelson Mandela. Et puis, ben, nos figures historiques, euh, dont notamment des reines du Sénégal. Je pense à Ndaté Yalla, à Yacine Ndaté Yalla a été une résistante farouche à la colonisation française et elle allait au combat et tout ça, c'est un héritage qui est là, que nous avons entretenu dans la famille. Par exemple, pour tous nos enfants, l'histoire de Soundiata Keita, c'est un must quand ils grandissent, parce que bon, c'est pas sûr qu'à l'école on leur en parle. Or, Soundiata Keita a été le fondateur de la charte du Mandé. C'est une charte qui remonte au XIIIe siècle et qui explique encore aujourd'hui beaucoup de nos comportements sociaux dans le Sahel. Donc voilà, pour moi, ce sont des personnages comme ça qui ont accompagné mon enfance et forment le socle des valeurs que j'essaie d'honorer. Donc, quelles sont ces valeurs exactement qui te guident dans tes choix, tes engagements et tes élans au-delà de, voilà, de tout ce Mmh. que tu nous as déjà cité? Une autre qui est fondamentale, c'est la liberté. J'ai besoin de me sentir libre et le corollaire, c'est l'indépendance. Donc et quand je dis libre, bon, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein. Je sais qu'il y a des contraintes partout, hein, il y a des périmètres, mais justement, c'est quel est le périmètre? Quelle est la taille de l'enclos? Même s'il est tout petit, ben, je mettrai les conditions de ma liberté à l'intérieur de cet enclos-là. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et donc, c'est quelque chose que je me rends compte que c'est une valeur que j'ai depuis très longtemps. C'est une valeur familiale. Et c'est comment s'assurer par ses actes, par son comportement, par sa psychologie. On n'est pas sous la férule de qui que ce soit. Je me souviens, ma mère me disait, agis toujours dans la droiture et la probité, fais en sorte de ne rien faire pourquoi quelqu'un pourrait te faire chanter. Parce que là, tu perds ta liberté d'action. Une posture juste. Voilà. Et elle me disait toujours, et c'est vrai qu'il y a la vérité, mais il y a aussi l'apparence de la vérité. Et elle disait en Wolof, quelque chose qui se traduirait en si tu te mets dans un endroit, si on te trouve dans un endroit de mauvaise réputation, même si tu n'y faisais rien de blâmable, tu cours un risque de faire entacher ta réputation. Donc, tu peux pas dire ah bah oui mais ok j'étais dans un bar mais j'ai pas bu d'alcool hein, c'était du coca. Bah oui, qui va aller vérifier qu'il n'y avait pas du whisky dans ton coca. Voilà, si tu es quelqu'un qui n'est pas supposé boire de l'alcool. Juste une illustration. Donc, c'est forcé dans ses comportements de ne pas prêter le flanc à du chantage. Et ça veut dire, je sais que oui, quand j'étais enfant, souvent, quand j'étais tentée de faire une bêtise, la question qui me venait, c'était si ma mère était là, est-ce que je ferais?
Et si la réponse était non, en général, je n'y allais pas. Parce que je me disais en plus, il y a toujours un risque, hein, que quelque chose devienne public et la honte, c'est vraiment un sentiment difficile à porter. Donc ça, c'est oui, je dirais que et tout ça, c'est par rapport à la oui, la valeur liberté. Donc oui, je pense que c'est une, bon, puis il y en a plein d'autres, hein, l'amour, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement motivant et plein d'autres. Je sais que tu pratiques la méditation vipassana depuis quelques années. J'avais déjà parlé de la méditation dans un de mes épisodes sur faire de la place où j'avais partagé mon expérience. Comment as-tu rencontré la méditation? Et surtout, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta vie intérieure, dans ta vie professionnelle et dans ton rapport aux autres? La méditation, en tout cas, de façon très spécifique, la méditation vipassana, j'y suis arrivée, bah, je suis tombée dessus par hasard. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un stage de méditation avec ma mère. Alors ma mère a pratiqué pendant très longtemps le yoga et moi de façon très, très intermittente, hein. Nous avons commencé, mes sœurs et moi je devais avoir, 6 ou 8 ans, à l'époque avec maître Kan et à l'époque il était je crois sur la rue Ouagane Diouf, en tout cas c'était pas loin de la petite école protestante là à Dakar et donc j'en ai toujours fait de façon sporadique mais ma mère a été très régulière et donc elle, faisait du yoga dans un studio de yoga, qui était tenu par Nathalie Nemer. Elle est décédée là, actuellement et on avait eu donc une retraite de méditation. C'était jeudi après-midi, vendredi après-midi, toute la journée de samedi, toute la journée de dimanche par, donc une organisation qui s'appelle L'Art de Vivre de Sri Sri Ravi Shankar et ça m'avait énormément plu. Donc c'était, méditation et yoga. C'est les et quelques années après, j'étais aux États-Unis et puis j'avais, voilà, j'étais avec mon fils, enfin, qui suivait un cours, et moi j'avais une semaine, à meubler, quoi et je suis tombée sur en cherchant sur internet, j'ai vu voilà, retraite silencieuse par l'organisation de Sri Sri Ravi Shankar, là, L'Art de Vivre et je du fait, de l'expérience très positive que j'avais eue quelques années auparavant, je me suis inscrite et puis j'étais, comment dire? Je me dis: «Une retraite silencieuse, à quoi ça peut» À quoi ça peut ressembler? Oui. voilà, plusieurs jours comme ça dans le silence, pour moi, c'était et je l'ai fait c'était dans, l'ashram, principal de cette association, c'était en Caroline du Nord, donc en montagne et tout et donc c'était 5 jours de retraite, mais donc 2 jours de préparation et 3 jours de silence et ça, je suis sortie de là en me disant: «J'en ai besoin, j'ai j'en veux encore». Hem, je ne vais pas pouvoir aller tout le temps en en Caroline du Nord, quoi, pour faire donc il me faut quelque chose, il faut que j'arrive à trouver. C'était il y a combien de temps ça? Ah, ça devait être, il y a bientôt 10 ans, hein, au moins 7 ans et donc oui, je dirais oui 7 ans. Ça faisait 7 ans parce que du coup, je me suis remise sur, internet pour chercher des retraites silencieuses. Et j'ai découvert qu'il y avait un tourisme de la méditation phénoménal, hein, avec des lieux de rêve et tout, et puis évidemment le prix qui allait avec. Et pour moi, c'était pas cet aspect-là qui m'intéressait. C'était vraiment, j'étais en quête d'une pratique qui répondait à ce besoin de paix intérieure, de pratique, méditative. Et je suis tombée sur le site, dhamma.org. Parler de Vipassana, donc j'ai découvert le mot pour la première fois et du coup, j'ai vraiment visité la totalité du site. Il y avait ce qui était énorme, j'ai lu énormément de choses, j'ai écouté les discours, de Goenkaji, donc qui est la personne, enfin, dont l'enseignement est diffusé à travers, cette association-là mondiale, Dhamma.org et j'ai essayé de m'inscrire à une retraite.
et c'était très compliqué parce que bon, donc pour expliquer, voilà ce qui est donc Vipassana, c'est une technique de méditation qui était enseignée par Bouddha il y a 2500 ans et qui s'est perdue. Donc c'est une technique qui est née en Inde, mais dont la pureté a été maintenue en Birmanie. L'enseignement de Bouddha dans son état d'origine a été maintenu dans ce pays et voilà, c'est au bout de 2500 ans que un Indien, enfin un Birman d'origine indienne, S.N. Goenka, a été formé à cette technique par un de ses maîtres là, Ubakin, et l'a ramené en Inde et ensuite dans le monde occidental. Avec une particularité qui était justement qu'il ne fallait pas dévoyer cet enseignement par des considérations mercantiles. Et le propre de cette technique telle qu'elle est enseignée par Goenka, c'est que l'étudiant est en situation de pendant 10 jours, parce que la technique est enseignée pendant une retraite qui dure 10 jours. Pendant 10 jours, on vit de la charité d'autrui. Et on est logé, on est nourri et on reçoit un enseignement totalement gratuitement. Et une fois qu'on a bouclé cette période d'enseignement et qu'on estime que cet enseignement a été profitable et qu'on souhaite que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier, on peut faire une donation, un don du montant qu'on veut. Et si on n'a pas les moyens, eh ben, c'est pas grave. C'est de cette manière que cet enseignement est dispensé depuis les années 60, pratiquement dans le monde entier, sachant qu'en Afrique, il n'existe qu'un seul centre permanent qui est en Afrique du Sud. Et donc, j'ai essayé chaque fois que je voyageais, j'essayais de m'inscrire à une retraite qui soit proche des dates auxquelles je voyageais. Et puis c'était systématiquement comme réponse, voilà, vous êtes sur une liste d'attente. Et au bout de quelques semaines, vous n'avez pas été retenu, voilà, parce que le nombre de places était limité. Et donc ça a bien duré, oui, pratiquement 2 ans, jusqu'en janvier 2020 où j'ai réussi à m'inscrire à un cours, en France. C'était donc juste quelques semaines avant le covid, et heureusement parce que je ne sais pas comment j'aurais, en tout cas, la méditation m'a énormément aidée, également à traverser toutes les angoisses liées à cette période-là. Et donc, quelle est son influence dans ma vie quotidienne? Hem, je ne suis plus la même personne, en fait. C'est, tout de suite après la première retraite, donc c'est très intense, mais l'essentiel, c'est la pratique. C'est comme un bootcamp d'athlète. Si on travaille, de façon très intense pendant une semaine et que le reste du temps, on se laisse aller, lors de la compétition, dans les 6 mois ou l'année prochaine, on ne sera pas au top de sa forme et on n'aura pas vraiment amélioré sa performance. Donc le but, c'est d'inclure la méditation dans son quotidien, et ça, je l'ai fait immédiatement. C'était j'avais vraiment, j'avais cette soif, ce besoin, d'acquérir la technique, et je la pratique. Tu la pratiques quotidiennement, à peu près 1 heure par jour ou tu fais quoi? Et 1 heure le matin et 1 heure, c'est ça la recommandation. Et puis je me disais: «Bon, moi j'ai besoin de dormir, hein, moi voilà, je suis allez, mes 8 heures de sommeil par jour, j'y tiens, sinon, voilà, je n'arrive pas à fonctionner». Et je m'étais dit: «Exceptionnellement, bah, je me réveillerai 1 heure plus tôt, et tant pis si j'ai sommeil ou quoi, mais je vais m'accrocher, je vais le». Et à ma grande surprise, j'ai réalisé qu'en fait, ça ne me dé je n'étais pas privée, je ne me sentais pas fatiguée, j'avais pas
La méditation du matin, là, me rendait aussi fraîche que si j'avais dormi et parfois même mieux parce que, c'est un vrai repos pour, Tu l'esprit plus clair. complètement, complètement. Les choses sont tellement plus c'est comme si on avait l'habitude de regarder à travers une fenêtre pleine de poussière et qu'on nettoie la poussière et qu'on a maintenant, la surface, transparente. Ça vous donne tellement plus de lucidité et de et ça rend les choses tellement plus faciles au quotidien parce que, les problèmes, ils sont toujours là, les difficultés, la vie, elle est ce qu'elle est, hein. Elle est mais ce qui change, c'est la manière dont, heu, on se comporte vis-à-vis de ces problèmes, de ces vicissitudes. Hem, c'est la capacité qu'on développe de ne plus réagir sous le coup d'une impulsion, mais de choisir la réponse qu'on souhaite donner à, un événement, à un stimulus, quel qu'il soit. Et ça, une fois qu'on le découvre, ça vous pose, ça vous rassure et du coup, on ne vit plus de la même manière. On se sent tellement plus armé, plus serein et bon, dans mon cas, moi je suis musulmane, pratiquante, tellement plus proche du créateur, quoi. Je veux dire, c'est une expérience qu'il est difficile de traduire en mots. Il faut le vivre. Et ce que je voudrais préciser là tout de suite, c'est que c'est pas du tout dès qu'on parle de méditation pour certaines personnes, c'est waouh, ça va être le machin, supernaturel là où je vais non, c'est rien de tout ça. Et justement le pire des freins, le gros obstacle, c'est de s'attendre à ce genre de choses. Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Heu, la vipassana en fait, ça veut dire, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et pour arriver à cela, il faut épurer, enlever tous les voiles, qui vous cachent la réalité telle qu'elle est. Et ça, qui permet de le faire, c'est l'observation de la respiration et et des sensations, du corps. Voilà, c'est tout simple. On a besoin de rien. Il y a pas besoin de musique, de bougies, on a besoin de son souffle et sa présence. C'est tout. C'est ce qui est intéressant effectivement, c'est que c'est une pratique très corporelle, au final, ou une méthode qui passe par le corps. C'est pas quelque chose, c'est là, c'est dans la matière, c'est Exactement. palpable, enfin, on le sent. Voilà. C'est, tu vois, comme tu dis, c'est la pratique du connais-toi toi-même. C'est un instant qu'on prend et qu'on consacre à l'instant présent. C'est de se mettre en observateur, en témoin de l'instant qui passe et des manifestations qui interviennent dans cet instant, là, maintenant. Et c'est là qu'on découvre à quel point l'esprit, il est tout le temps, on compare à un singe ou à un éléphant, fou qui qui vagabonde, mais sans aucune, souvent les pensées, hem, elles vont aller d'un sujet à l'autre et de manière, totalement irrationnelle, quoi. Et de se poser et d'être témoin de ça, déjà, moi, ce que ça m'a inspiré, c'était: «Mais punaise, j'ai envie que ça se taise là-haut, hein». Comment est-ce que j'arrive à être dans le silence pour pouvoir observer sans avoir la petite voix là? Je suis assise, je médite et puis elle a «Ah, est-ce que j'ai fermé la voiture à clé? Ah oui, puis, j'ai oublié de demander, qu'on fasse telle chose», quoi. Ils sont totalement parasites, qui ne servent à rien et qui en fait, dirigent nos vies, hein, finalement. C'est une façon de reprendre le contrôle finalement, de C'est une repasser en façon en mode voilà, conducteur de la voiture, de sa voilà, vie voilà. et c'est
C'est là, les pensées sont là, mais les contrôler et leur laisser de la place quand elles ont besoin Voilà. de Et puis c'est les observer, je dirais plus que les contrôler ouais, et c'est se rendre compte que, bah, qu'elles sont là et qu'elles défilent. Donc les premiers jours de la retraite, hein, enfin de vipassana, c'est vraiment un enseignement où on pose des briques. C'est progressif parce que ça s'appuie sur du vécu, c'est expérimental. Il faut pas c'est pas une technique qu'on peut maîtriser juste en lisant ou même en m'écoutant, quoi. C'est un il faut le vivre, il faut le vivre dans sa chair. On observe la respiration, on se concentre sur sa respiration et puis très rapidement, enfin, l'esprit s'envole, hein, et on s'en rend compte. C'est avec patience et bienveillance qu'il faut revenir à son observation, pas essayer de bloquer, la pensée parce que ça aussi, c'est perdu d'avance. Pour les orientaux, nous n'avons pas 5 sens, nous en avons 6. Donc il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et les pensées, l'esprit. Et on ne peut pas empêcher l'esprit de produire des pensées. Donc, et le fait de se focaliser sur le contrôle, le blocage, ça ne fait que renforcer bah, ce qu'on cherche à éviter. Et ce que les neuroscientifiques nous disent, par exemple, c'est que le cerveau humain ne sait pas euh, raisonner en négatif. Tu vois, si je te dis ne pense surtout pas à un éléphant rose à pois vert, voilà, tu vas avoir cet éléphant rose à pois vert et puis parfois tu as du mal après à t'en débarrasser. C'est juste, ok, l'éléphant rose à pois vert, c'est invité, ok, fine, il est là, bah justement, pendant combien de temps il va être là et quand est-ce qu'il va partir? Et ça vous amène à constater le fait que les choses sont tellement impermanentes. Tu vois, même quand tu es assise en méditation, donc tu observes ta respiration, puis à un moment, tu as un petit truc qui te gratte, quoi. Normalement, ben, on se gratte pour arrêter la démangeaison. Là, l'invitation, c'est d'observer. Ok, il y a ce truc-là qui s'est subitement, voilà, ça, ça me gratte. Combien de temps ça va durer? Et de l'observer. Puis on voit qu'au bout d'un moment, ben, la sensation, elle disparaît et puis elle s'en va sans qu'on ait rien fait. Et quand on fait le parallèle avec bah, tous les autres stimuli qu'on a, tout ce qui nous touche, tous les contacts hein, sensoriels que nous avons, ça sert à quoi de se précipiter, d'être tout de suite dans des états émotifs souvent négatifs pour quelque chose qui par nature ne fait que passer et ça en va même quand on n'y touche pas, quand on ne fait rien. C'est tellement puissant. Une fois qu'on a compris ça, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très ponctuel. Je n'aime pas attendre et je ne peux pas, supporter de faire attendre quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment c'est discourtois et je me souviens, quand j'étais coincée dans des embouteillages où j'allais risquer d'être en retard pour un rendez-vous, mais ça me mettait dans des états de stress incroyables. Et dans ces moments-là, on est angoissé, on veut que les choses aillent plus vite, sauf qu'on ne peut pas faire aller les choses plus vite. En fait, on a très peu de contrôle sur l'extérieur. Donc je me souviens, des états qui parfois pouvaient même s'approcher de la panique, quoi, hein, pour certains enjeux importants. Ben maintenant, non, non, c'est plus, c'est ça n'est plus le cas. Quand je suis contrainte, si malgré toutes les précautions que j'ai prises, parce que ça aussi c'est important, hein, c'est de s'organiser de manière à éviter, mais on n'est pas toujours maître des situations. Donc, si malgré tout le mal que je me suis donné, malgré tous mes efforts, je suis dans une situation qui ne correspond pas à ce que j'aurais souhaité, eh ben j'accepte. Voilà, dans l'exemple que j'ai donné, une fois que j'ai
passer le coup de fil, «Désolée, je suis coincée, il y a eu cet accident, voilà, qui crée un que je n'avais pas prévu. C'est fini, j'ai plus le cœur qui s'emballe et ça, c'est la méditation qui me l'a apporté et souvent, il paraît que statistiquement, dans 85 des cas, les choses qu'on redoute et pour lequel, on se fait un film, d'horreur, mentale, bah, ces choses-là, finalement, elles ne se concrétisent pas. Il m'est arrivé souvent d'appeler en disant: «Ah, je risque d'être en retard» et puis d'arriver à l'heure. Voilà, parce que finalement, ça s'est dénoué, comme, voilà, comme il fallait. Donc ça change, l'attitude, parce que autant on ne peut pas contrôler l'extérieur, comme, 8 000 000 d'êtres humains, je ne parle pas des animaux, ni du temps qu'il fait, ni de je n'ai pas de contrôle là-dessus. En revanche, j'ai un moyen de contrôle phénoménal sur moi-même et sur mes choix, à condition d'en connaître le mode d'emploi. Donc la société, elle s'est un peu construite avec l'idée que la méditation, c'est quelque chose de déconnecté. Donc là, tu nous as bien expliqué que non, pas du tout. C'est tout sauf déconnecté, au contraire, c'est du concret. Ça nous reconnecte et on peut, voilà, être une grande dirigeante, et méditer. Qu'est-ce que tu aimerais Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour, voilà, les gens qui sont sceptiques de cette pratique? Est-ce que tu as déjà bien abordé le sujet, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Ah déjà, c'est, de dire que beaucoup de grands dirigeants du monde, hein, sont des méditants et que pour moi la méditation, c'est le, stade ultime du développement personnel. C'est vraiment se donner le maximum de chances de d'avoir tous ces moyens pour faire face à, aux situations du quotidien. Un moyen, totalement inopérant, c'est celui de partir en panique et en stress répétitif, parce que c'est comme ça qu'on se déclenche des diabètes, des maladies cardiovasculaires, à force d'être sous l'emprise de ses propres hormones qui sont déclenchées. Le corps et le cerveau ne savent pas faire la différence entre un danger concret, réel, genre, je suis dans la brousse et un lion qui est en train de me courser, et puis un danger entre guillemets que je me suis inventé, genre, je suis coincée dans un embouteillage alors que j'ai un rendez-vous très très important. Le corps, il va fonctionner exactement de la même manière. Ça va être des gros coups d'adrénaline, de cortisol, et ça va partir en vrille. Adrénaline et cortisol, c'est très important pour mobiliser, toutes les réserves de sucre que j'ai dans mon organisme, pour me permettre de fuir ou de me battre, parce que ça, c'est les réponses de l'évolution pour survivre. Sauf que, bah, je suis pas du tout dans un cas de survie, donc ça, c'est inopérant. Qu'est-ce que je peux faire d'efficace qui va m'aider et me permettre de garder mes moyens, justement, pour aborder ce rendez-vous très important dans lequel il faut que j'arrive avec un esprit clair et avec toutes mes capacités mentales et intellectuelles pour me donner le maximum de chances de réussir, ben, je préfère développer cet outil mental-là plutôt que d'être victime de mes hormones et de leur manière, exagérée de réagir, sachant que le corps, il réagit comme ça parce qu'il pense que, bah, que c'est ça qui est bien, quoi. Il le fait, c'est avec les meilleures intentions du monde, sauf que c'est pas ça qui est bon. Donc je pense que, bon, et là, c'est la manager qui parle, quoi. Moi, quand j'ai un objectif, c'est quelle est la stratégie la plus efficace pour me permettre d'atteindre mon objectif. Si je dis que la méditation, c'est, l'outil ultime de développement personnel, c'est que justement, c'est un moyen d'accroître ses capacités mentales. On dit en wolof, pour parler
Et je pense que c'est la même chose en français quand tu dis aiguiser l'esprit. Tu vois, si la métaphore est celle d'une lame qui doit être bien tranchante, ni wolof, xel bu ñaw, c'est vraiment l'esprit vraiment bien, bien. C'est le seul moyen d'aiguiser son esprit, un des moyens qui a prouvé son efficacité, c'est la méditation. La méditation est parfois perçue comme une pratique étrangère, voire associée au bouddhisme, incompatible avec la foi. Tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Il y a souvent des craintes, liées à cette méconnaissance, à la confusion entre le spirituel et la religion. Donc toi, tu me disais, tu es musulmane, tu es pratiquante, tu es, à l'origine des premiers cours de méditation vipassana au Sénégal. Donc là, il y en a déjà eu 2 en 1 an. Le troisième sera, en septembre. Comment est-ce que tu vis ce lien entre ta foi et la pratique de la méditation? Est-ce que ça t'a posé question au départ? Alors ça m'a jamais posé question et au contraire, je pense qu'on ne peut pas vivre pleinement sa foi si on s'en tient juste, juste, juste aux aspects rituels et cultuels, hein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un grand méditant et c'est au cours d'une séance de méditation que la religion lui a été révélée et il a continué à méditer après ça et pour moi, la les 5 prières obligatoires qu'un musulman doit faire, chaque jour, sont justement des moments de méditation. C'est des moments où on est invité à se retourner sur soi, et à se rapprocher du créateur. C'est vraiment et c'est ça l'objectif, le stade ultime de la méditation. C'est cette union avec son créateur et toujours pour parlant de 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 l'islam que je connais bien, sachant que Moïse était un grand méditant, Jésus également. C'est juste de dire dans le il y a 2 choses qu'on nous dit dans le Coran. Le premier, c'est qu'il faut aller chercher la connaissance fût-ce jusqu'en Chine. Donc il faut être prêt aux efforts les plus étendus pour accéder à la connaissance. Et la deuxième chose, c'est Dieu dit: «Je suis plus proche de vous que votre jugulaire». Quand on les met ensemble, pour moi la conclusion, elle est évidente, c'est le «connais-toi toi-même», que tous les prophètes et tous les sages ont prescrit. Et se connais-toi toi-même, bah, c'est dans la profondeur intérieure plutôt que dans les quêtes externes qu'on va les trouver. En fait, ça me fait songer en souriant, bon, tu es très jeune, donc je ne suis pas sûre que tu les connais, les Monty Python. Alors les Monty Ah si, Python, oui, c'est bien sûr, oui, oui. Bien sûr, c'est oui, si, si. des voilà, c'est des donc et un des films, bon, c'est des comiques, hein, c'est des et c'était la conquête du Graal où, voilà, on va en quête. Bon, mais ça, c'était du temps des croisades. La croyance, donc fallait aller chercher le Graal qui allait vous donner accès à la connaissance ultime, et ce Graal, bah, ils allaient le chercher partout dans le monde, partout. En fait, le Graal, il est en soi et c'est là qu'il faut aller le chercher. Donc pour ça, il faut un outil d'introspection. Bon, c'est une pratique qui est très, familière aux soufis en islam. Il y a énormément, énormément de techniques de méditation. Celle-ci, vipassana, elle est encore une fois comme c'est une technique. Il n'y a pas une façon musulmane ou une façon juive de respirer. Il n'y a pas une façon chrétienne de faire des haltères ou de développer ses abdominaux. Donc là, pareil, c'est juste une technique qui s'adresse à tous les êtres humains, quel que soit leur genre, leur âge, leur pays d'origine. L'esprit humain, il est le même. Et voilà, c'est juste une technique, mais une technique extrêmement puissante, justement, de réalisation de l'union. Mmh. Vipassana nous enseigne que la véritable sagesse, c'est d'accepter l'impermanence. Est-ce que cette conscience t'accompagne du coup dans tes moments de transition, de changement?
Et est-ce que c'est devenu un moteur dans ta vie? Oui, mais ça l'était déjà parce qu'une autre chose qui a fait que j'ai tout de suite, adhéré, mais vraiment profondément à cet enseignement que j'avais reçu, c'est qu'il n'y a pas une notion qui a été développée, hem, dans la retraite vipassana que je n'avais pas déjà reçue dans nos enseignements ancestraux. À un moment, je m'étais dit: mais Bouddha était africain». Je veux dire, c'est exactement les mêmes notions. Cette notion d'impermanence, nous l'avons dans nos proverbes, heu, africains. Bon, en wolof, c'est par exemple, quand on traverse une période difficile, au plan financier, on dit: «Am sahul nyakit sahul». Ça veut dire le fait d'être dans l'abondance, c'est pas quelque chose qui est gravé dans la pierre, c'est pas enraciné. Le fait d'être dans la dèche, non plus. Donc, quand on traverse une période difficile, il faut avoir la patience et la foi dans le fait qu'une autre saison viendra. De la même manière, quand on est, voilà, les choses se passent bien, punaise, qu'est-ce que c'est, j'ai gagné ce marché magnifique, mais j'en ai plein les poches. Ah, la disette viendra. C'est-à-dire, c'est C'est la cyclicité de la vie quelque part? voilà, rien n'est permanent. Ça aussi, ça changera. Et l'autre proverbe, l'homme mouillère, c'est tout ce pourquoi tu fais preuve de patience va se terminer. C'est juste la force et la sagesse d'observer et d'accepter que tout, 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 tout change. C'est la loi de la nature. Il ne sert à rien de chercher à figer les choses. Il vaut mieux comprendre comment fonctionne justement la nature et accepter, en respecte les lois, parce que là, on en tire le maximum de bénéfices, plutôt que d'être dans l'ignorance, ou alors, connaissant cette loi, chercher à s'y opposer. La gravité, ben, c'est voilà, il y a une loi sur la gravité. Si je me jette du haut du 20e étage d'un immeuble en disant: «Moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, voilà, je déploierai mes ailes avant d'arriver par terre». Bon, heu, maintenant, connaissant les lois de la gravité, si je maîtrise également celle de la dynamique des fluides et des lois, aérodynamiques, ben, je sais construire un avion et j'arrive à voler. On regarde un avion et c'est pareil, hein, parfois, je regarde, des paquebots immenses qui ne c'est des sujets de fascination, mais c'est que chaque fois, il y a une loi qui gouverne la manière dont on doit, hem, concevoir les choses et les faire fonctionner. L'importance d'observer la nature alors. Il faut la connaître et et c'est en ça également ce que j'ai, ce que et donc c'est dit dans le Coran: «Qui fait un atome de bien le verra, qui fait un atome de mal le verra», et c'est également dans nos enseignements, traditionnels, hem, de toujours cultiver, c'est-à-dire, c'est d'abord s'abstenir de tout ce qui est, hem, néfaste, négatif, et quand je dis s'abstenir, c'est en acte, en parole, en pensée, parce que chaque fois, ce sont des chaque action, qu'elle soit, matérielle, enfin, en acte, en une action verbale ou une pensée, c'est comme une graine qu'on sème, et cette graine-là, tu ne peux pas semer un pépin de citron et puis espérer, quand l'arbre va donner des fruits, avoir une bonne mangue bien sucrée, bien juteuse. Tu n'avais pas semé un noyau de mangue, tu avais semé un pépin de citron. Et on a en wolof aussi ce proverbe qui est «Yénéné cloté borom tiay fanaan», ça veut dire: «La pensée est une chambre où ne dort que le propriétaire». Donc si tu as une pensée négative pour toi-même, hein, ou pour autrui, bah, c'est pour toi, hein.
D'où l'importance, c'est là qu'il est nécessaire de sortir de l'ignorance. Parce que tellement de choses nous arrivent, et nous arrivent parce que c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Tu fais quelque chose de bien, et ben tu récolteras. C'est cause et effet. Chaque cause produit un effet qui devient la cause de l'effet suivant. Euh, les orientaux, enfin en Inde, tout, c'est ce qu'ils appellent le karma. C'est simple, c'est vraiment carré. Donc, euh, tout ce que nous avons dans le monde matériel, que nous avons conçu, nous, êtres humains, a commencé en pensée. C'est, et notre pensée est créatrice. D'où l'importance, puisque c'est là l'origine. Il est important de, au moins, d'avoir conscience de ses pensées. Parce que dans une journée, mais c'est des millions de pensées qui dépassent, hein, qui passent. Et parfois, il y en a qui repassent et qui influencent nos comportements. Et ce qui est dangereux et insidieux, c'est que on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est déjà à minima, déjà de savoir ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, de choisir. Parce que euh, c'est pareil, on est. Enfin, nous sommes un tout, on a une part d'ombre et de lumière, on a une part de bien et de mal en chacun d'entre nous. Hein. Mais nous avons aussi le choix de ce que nous voulons euh, nourrir, faire grandir et de ce que nous souhaitons laisser dépérir. Donc, euh, le, l'un des bénéfices de la méditation, c'est que, ayant conscience de quelque chose, et pour moi, encore une fois, un problème dont je n'ai pas conscience, je n'ai aucun moyen de le résoudre. Il me dépasse. À partir du moment où j'en ai conscience, là, je peux exercer un choix. Est-ce que je choisis de nourrir la part de lumière en moi ou est-ce que je choisis de nourrir la part d'ombre? Et nous sommes des êtres humains, nous avons la capacité de ce choix. Sachant que si je fais le choix pour la part d'ombre, c'est à mes risques et périls. Et c'est pour ça que ce soit notre sagesse africaine, ancestrale, et les commandements de la part des religions, en tout cas des trois, les trois religions du livre. Et c'était également dans la religion d'Isis de l'Égypte antique, on commence par ce qui est défendu, ce dont on doit s'abstenir. Donc s'abstenir de tout ce qui est néfaste, qui cause un préjudice. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer. Ensuite, c'est de cultiver le bien chaque fois chaque fois qu'on le peut. Et tout ça dans un but d'atteindre l'équanimité, c'est-à-dire le stade où on est à l'équilibre. On n'est plus soit dans la recherche avide de quelque chose qu'on souhaite avoir ou acquérir ou ressentir, soit dans le rejet, dans la haine euh, de quelque chose dont on ne veut pas ou dont on souhaite se débarrasser. C'est ça qui permet d'arriver à cet état de pureté de l'esprit où on est complètement, oui, dans le calme, dans la sérénité. Et ça, c'est indispensable si on veut être se sentir heureux, se sentir juste, oui. Je pense que j'ai un peu la réponse à ma question, mais qu'est-ce qui te rend vivante aujourd'hui? Et comment tu honores ce qu'il y a de vivant en toi? Ah oui, ce qui me rend vivante, c'est justement la conscience de tous ces cadeaux que j'ai reçus, que tous nous avons reçus. Déjà, et ça me fait penser à c'est quand j'étais petite. Alors, pour moi, moi j'adore les animaux.
Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la tabaski. Et je me souviens quand j'étais enfant, souvent je me disais: «Oh mon Dieu, merci, merci de m'avoir fait naître, comme un être humain, quoi, et pas un mouton», parce que c'est horrible, hein, ce qui leur, rien que le fait d'être un être humain, c'est un cadeau énorme. Et je disais à mes enfants, bon, quand ils étaient petits: «Eh maman, j'ai mal à la tête». Ah bah, oui, tu as mal à la tête, tu en as une, quoi, tu es vivant, c'est un petit tu vas voir, ça va passer. Ou alors, «Ah, je me suis fait mal aux pieds». Oui, ça, pense à ceux qu'on a amputés, qui n'ont pas de pieds, ou qui n'arrivent pas à sentir la douleur dans leurs pieds parce qu'ils sont paralysés. C'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle on est, euh, il faut arriver quand même à avoir, et pour moi c'est juste le minimum de gratitude qu'on puisse avoir vis-à-vis du Créateur, quoi. Qu'on puisse voir le positif qu'il y a dans cette situation-là. Tu vois, les Anglais disent Every cloud has its silver lining. Donc, chaque nuage a son reflet argenté. Mais quel est ce reflet? Je ne peux pas juste me plaindre de l'existence d'un nuage. J'aime pas la pluie, je veux pas voir de nuages. Ouais, mais sans la pluie, j'ai pas d'eau. Si j'ai pas d'eau, j'ai pas, je peux pas faire pousser mes plantes. Donc moi, j'ai cette bon. Après, tu me diras, je crois que j'ai l'impression que je suis née comme ça. Hein. J'ai toujours eu mon grand sourire. Quand j'étais petite, je faisais de la danse classique et j'avais une maîtresse très sévère. Je la vois encore avec sa baguette, et elle tapait. Et ça l'énervait que je sois tout le temps en train de sourire, en train de. J'avais l'impression en tout cas qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne me supportait pas. Nous avons fait une représentation Blanche-Neige et les sept nains, et moi évidemment, j'étais le nain joyeux, quoi. C'est cette aptitude je trouve qu'il y a tellement de choses merveilleuses. Et puis bon, j'ai toujours été très curieuse. Hein. J'étais une enfant qui posait tellement de questions que ma mère me disait: «Attends, tu me donnes le tournis là». Il y a tellement de choses magnifiques qui nous entourent. C'est-à-dire avant de commencer à voir ce qui ne va pas, je pense que l'attitude, la bonne attitude, l'attitude appropriée et correcte, c'est d'abord de faire l'inventaire de tout ce qui va. Et quand on est après, ça crée un cercle vertueux, parce que, et ça aussi, c'est juste le fonctionnement du cerveau humain. Il y a un exercice pour en prendre conscience. Tu sais, tu mets des gens dans une pièce et tu leur dis: «Regardez bien, attentivement, tout ce qu'il y a autour de vous, et identifiez tous les objets blancs de la pièce. Vous avez 20 secondes». Alors les gens, complètement concentrés sur leur. Au bout de 20 secondes: «OK, combien d'objets rouges est-ce qu'il y a dans la pièce?» Personne ne peut y répondre. Personne ne les a vus, et pourtant ils sont dans la pièce, ils se sont concentrés, ils ont eu un temps donné pour identifier ce qu'il y avait dans la pièce. Ils n'auront photographié que ce à quoi ils ont porté attention dans cet instant-là. Et ça nous arrive tous les jours. C'est, par exemple, je sais pas, tu décides que tu veux acheter une voiture et tu as en tête un modèle particulier qui pour toi est tout nouveau, et puis subitement, bah, tu ne vois plus que ce modèle-là. Tu en aperçois dans la circulation, tu allumes la télé, puis tu les vois dans un film, ou tu vas feuilleter un magazine et tu les vois. Et subitement, tu as l'impression qu'il y en a plein autour de toi alors qu'avant, il n'y en avait pas. C'est pas qu'avant, il n'y en avait pas. C'est que, ben, avant, ton cerveau ne les captait pas. Parce que le cerveau, il ne peut pas capter la totalité de la réalité, parce que sinon, on ne peut juste pas vivre. On est obligé de faire des choix et de se focaliser sur ce qui est important à la survie à un instant T donné. Et
ce qui est essentiel à la survie à un instant T donné, enfin, je parle du cerveau d'un individu lambda, ben, l'essentiel de la réalité lui échappe. Donc oui, c'est, à partir du moment où on prend conscience de cet état de fait, ça change toute la relation, enfin, en tout cas, ça a été mon cas et moi, ça m'a donné envie d'aller justement plus loin dans mon exploration, dans mon, dans mon connais-toi à toi-même parce que la réalité, elle peut pas être captée par l'intellect. Elle ne peut pas être, captée à notre niveau conscient. Tu vois? Einstein, il a eu l'intuition de E égale mc2, mc au carré et il a passé, un certain nombre d'années à le démontrer. C'est pas quelque chose, sur quoi il est tombé, au bout d'un processus intellectuel. Ça lui a été donné et beaucoup de grands inventeurs, scientifiques ont fait appel à cette capacité que nous avons d'intuition pour avoir accès à des vérités qui sont largement au-delà de la sphère intellectuelle. Donc c'est ça aussi dont il est question. C'est comment est-ce qu'on arrive à l'actionner et à y avoir, et à y avoir accès, comment pouvoir puiser, dans ce champ. On arrive, à la fin de cet épisode. J'ai 2 questions à te poser avant de conclure. Hem, que représente pour toi le silence en un mot? Pour moi, le silence, c'est un luxe. Hem et il y a une certaine qualité du silence et un bruit du silence. Oui, Je je pense plus à la qualité du silence. oui, oui, parce que quand je dis, il y a un oui, il y a un niveau où, c'est comme une sorte de tu sais quand tu colles un coquillage à ton oreille, un peu le genre de sifflement que tu pour moi ça, là, je suis dans le silence intégral et ce silence-là, c'est un luxe dans le sens où, pour moi, c'est la condition c'est une situation où on peut aller vraiment profondément dans un état méditatif. On doit pouvoir être capable de méditer dans n'importe quel environnement, même s'il est très bruyant, de pouvoir se recueillir dans le silence. C'est un luxe d'abord parce que, ben, nous vivons, dans des environnements très bruyants. Il y a toujours, les bruits de la rue, des conversations, de l'environnement, voilà, voilà, d'arriver au silence, ben, il faut pouvoir avoir l'environnement qui le permet, le temps également. Il y a des moments rares, c'est peut-être, au cœur de la nuit, quand tout le monde est, quand tout le monde est assoupi. On est vraiment là dans des parce que pour moi, silence rime avec sérénité. Oui, pour moi, c'est ça que ça signifie. C'est vraiment, des moments qui quand ils, hem, m'arrivent, quand j'arrive à me recueillir dans le silence, c'est des moments de oui, de plaisir profond. Ma dernière question, est-ce qu'il y a un message qui te porte en ce moment, vraiment qui te prend les tripes et que tu aimerais nous transmettre aujourd'hui à celles et ceux qui t'écoutent? Bah, ce serait de partager ma conviction que nous sommes tous connectés, en fait. Nous sommes tous, nous sommes tous un. C'est-à-dire, plus on prend de la hauteur et plus on réalise à quel point nous sommes un seul et même, organisme, hein, avec des dimensions, mais un seul organisme. Quand on regarde enfin, la Terre vue de l'espace, on ne peut pas, imaginer à quel point ça grouille de vie. N'importe quel, centimètre, cube de terre ou quoi, grouille de vie et nous avons tous besoin les uns des autres. Nous sommes tous en interrelation
Et il est temps qu'on en prenne conscience. Tu vois, quand on a des pensées négatives vis-à-vis d'autrui ou quand on détruit son environnement, on ne se rend pas compte qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Ça sert à quoi que ma main droite fasse du mal à ma main gauche? Ça ne peut pas me plaire à moi en tant qu'organisme vivant. Et donc, ce serait juste d'interpeller là-dessus. Attention, nous sommes tous unis et nous sommes tous des émanations du Tout-Puissant. Et ne fût-ce que pour ça, en Wolof, l'autre manière de désigner, en fait, la manière de désigner les êtres humains, c'est Domo Adama, les enfants d'Adam. Et nous avons, quand nous référons à Dieu, nous l'appelons Mam, c'est l'aïeul, quoi. Et la relation qu'il y a entre un enfant et son mam est une relation d'amour pur. C'est une relation différente de celle qu'on a avec ses parents. Les parents, ils sont là pour vous éduquer, donc il y a de l'amour, mais il y a d'autres dimensions. Entre le mam et son petit enfant, c'est de l'amour pur. Et donc, moi, je me dis, chaque fois que je fais du mal à l'enfant d'autrui, je ne suis pas en train de faire quelque chose qui plaît à celui qui nous a créés en commun. Donc voilà, c'est juste cette petite graine que je souhaite mettre dans la tête de ceux qui nous écoutent, parce que, en tout cas, moi, c'est cette graine qui a façonné ma façon de voir les choses, de voir l'univers, et je m'épanouis et je trouve dans le bonheur justement dans la recherche de cette union plutôt que dans un repli sur un moi qui est, enfin, que je n'arrive pas encore bien à définir. Merci beaucoup, Thiaba. Merci à toi, Alexandre. Merci pour ta présence. J'espère que ce moment t'a inspiré à vivre davantage dans l'instant présent, que ce soit à travers l'expérience de ton corps, tes relations ou avec le monde qui t'entoure. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des épisodes prochains. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, une jolie note et partager ce podcast autour de toi. Cela m'aide énormément à rendre Still Point plus visible et ça me fait tellement plaisir de lire vos retours. Un grand merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram ou mon site internet. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Je te dis à très vite.